par Zoom sur les actions technologiques, mais aussi écologiques. Oui. Et je voulais qu'on revienne un peu plus dans le détail, mais avant qu'on revienne sur cette thématique-là de transition, d'action écologique et un peu de renouveau finalement de cette thématique, je voulais vous poser une question un peu d'actualité. On voit il y a beaucoup de volatilité sur les marchés actions en ce moment. Oui. On peut avoir une ouverture en positif, une fermeture assez nettement en négatif, et ça concerne tous les marchés. Mon sentiment, c'est que c'est un peu lié notamment au fait que le marché est très sensible à toutes les nouvelles qui tombent, et parce que justement on a beaucoup d'ETF à effet de levier aux États-Unis, parce qu'on sait en tout cas qu'en termes de flux, beaucoup d'Américains moyens ont acheté lorsque tout le monde vendait finalement des actions américaines au printemps. Il y a ce phénomène-là, à mon avis, qui explique la volatilité. Et comment vous le percevez aussi? Est-ce que c'est un risque, notamment pour la fin d'année, avec toujours cette thématique, ce refrain de rallye de fin d'année Oui, c'est vrai que les marchés sont volatiles en ce moment, mais les marchés globalement sont hauts quand même déjà. Donc il y a une espèce de... On est un peu en lévitation sur des niveaux très élevés. Le CAC 40 a franchi des plus hauts, des records historiques hier en séance. Et donc le fait qu'on soit très haut, ça tient sur plusieurs éléments, dont toute cette thématique IA qui alimente beaucoup d'espoir, beaucoup de hausses de cours de bourse. Les marchés américains sont très hauts, mais il y a des risques partout. Donc c'est pour ça que l'information marginale, incrémentale, elle peut finalement donner un signal sur le fait que c'est la fin de ce cycle haussier. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'appréhension. Nous, sur les publications, encore ce matin, il y a quelques publications, et comme vous le dites, ça peut commencer très très bas, finir en séance, enfin passer en séance dans le vert et puis repasser très très bas. C'est vraiment, il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de flou, et donc et en France en plus il y a le contexte politique et géopolitique qui vient se mettre là-dessus, donc c'est très délicat, c'est vraiment pas évident. Le message qu'on transmettrait aux épargnants, à nos auditeurs, téléspectateurs, c'est ne pas paniquer finalement, c'est ça? En général, paniquer, c'est jamais la bonne manière de faire. Donc, il faut toujours essayer d'avoir un peu de recul. C'est vrai qu'en tout cas, en ce qui me concerne, moi, l'ambiance me donne envie d'être plutôt prudent. Donc, ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on augmente dans les portefeuilles la partie défensive, les dossiers défensifs. Donc ça c'est un mouvement. Est-ce que c'est de l'action, est-ce que c'est de l'obligataire ou alors moi personnellement je m'occupe que de l'action. Donc dans les secteurs actions, on repondère les secteurs défensifs. Voilà. Donc ça c'est un mouvement qu'on a entamé depuis plusieurs mois maintenant, qu'on continue encore aujourd'hui. Et ensuite on pilote aussi un peu la position de cash. Donc on augmente légèrement la trésorerie dans les portefeuilles. Voilà, ça c'est une manière de se protéger un peu. Vous passez à combien en termes de trésorerie par rapport à ce qui est habituel? En général on est pratiquement à zéro, mais là on remonte à 3-4%. Donc c'est un peu le message à faire passer, prudence. Voilà. Quand on est très prudent, on peut aller plus haut, mais voilà, donc je veux dire, c'est une situation intermédiaire. Voilà. Je vous propose de sortir du cadre vraiment pure actualité et regarder un peu plus en termes de tendance, notamment bien sûr sur tout ce qui est action écologique. C'est un peu le sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Avant cela, je vous propose juste d'écouter un son de Donald Trump sur le changement climatique, ce qui nous permet de voir la différence ensuite entre les discours des politiques et la réalité économique. C'est le changement climatique. Parce que si ça monte ou descend, quoi qu'il arrive, il y a du changement climatique. C'est la plus grande arnaque jamais réalisée contre le monde, à mon avis en tout cas. Alors, c'était Trump qui était à l'ONU donc en septembre, et quand on écoute cela, on se dirait, je vais jouer le rôle du naïf, mais je vais me dire, c'est pas du tout le bon moment d'investir dans les actions écologiques, non? Paradoxalement, aux États-Unis, le secteur est très bien orienté. Ça marche très très bien. Donc, on voit bien qu'entre le discours, bon là, quand même, Donald Trump est quand même habitué aux propos un peu excessifs. Donc là, il est là-dedans. Je pense que ça mérite un peu de nuance. Là où je ne suis pas d'accord, c'est que le réchauffement climatique n'est pas une arnaque, c'est factuel, ce sont des chiffres. Maintenant, on peut discuter sur l'origine du réchauffement climatique. Est-ce que c'est les humains qui réchauffent le climat, ou est-ce que c'est un phénomène plus large, je veux dire cyclique, météo? C'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, ce qu'on sait, c'est que le climat se réchauffe, premièrement. Deuxièmement, on sait que la concentration carbone dans l'atmosphère est un élément qui contribue à ce réchauffement. Voilà. On a les données. À partir de ce moment-là, la question, c'est comment l'humanité réagit à cet élément. Voilà. Donc, ensuite, je dirais, là où son point, lui, c'est qu'il ne veut plus subventionner. Donc, il dit, ce n'est pas à l'État, ce n'est pas au contribuable de payer pour une technologie qui n'est pas compétitive. Et là, je le rejoins, effectivement. Maintenant, souvent, quand il y a une nouvelle industrie qui naît, un nouveau métier, une nouvelle technologie qui naît, parfois l'État doit mettre le pied à l'étrier, doit permettre
au privé d'atteindre des tailles d'activité suffisantes pour être rentable. Et donc, je pense que ça, on est en train de passer... On est en train de changer, de basculer sur ce sujet-là. Maintenant, je pense que l'industrie a atteint une taille suffisante pour pouvoir voler de ses propres ailes sans subvention. Voilà, on a eu beaucoup de subventions précédemment, effectivement, dans ce secteur, et ça fonctionne très bien aux États-Unis. On l'avait vu avec le pétrole. Bon, désolé de prendre l'exemple du pétrole de schiste, mais c'était aussi un domaine où, effectivement, il y a eu beaucoup de subventions initialement afin que ça devienne rentable. Donc, on le voit assez bien aux États-Unis. Aujourd'hui, il y a un chiffre qui m'a frappé. Il y a une étude, alors il y en a plusieurs, mais on est à peu près dans cette dynamique-là. En termes de transition et de besoins énergétiques, aux États-Unis, on sait très bien que l'IA est énergivore, notamment tout ce qui est centre de données, data center. Il y a une étude qui montre que d'ici à 2028, aux États-Unis, on pourrait avoir 20% de capacité d'électricité manquante, notamment du fait de cette révolution de l'IA. Comment on répond à ce problème-là qui est grosso modo demain? Alors, on a beaucoup d'investissements, on le voit dans les data centers, et effectivement, derrière cela, il faut de la génération électrique. Alors déjà, aux États-Unis, on voit les prix d'électricité. Pendant 25 ans, les prix d'électricité n'ont pas bougé aux États-Unis. Et là, on voit maintenant, depuis 18-24 mois, les prix commencent à monter. Et là, en cette fin d'année, ça s'emballe carrément parce qu'il y a certaines zones. Donc là, les États-Unis sont découpés en zones électriques, on va dire, une douzaine de zones. Et certaines ont les prix d'électricité qui montent à 2 chiffres. 10, 12, 15%. La Fed en parlait, alors c'est passé inaperçu parce que c'était au mois de juillet, mais il y avait un rapport de la Fed qui mettait ça en avant. Donc ça, c'est important. Et c'est alimenté par plusieurs phénomènes. Donc celui dont vous parlez, bien évidemment l'IA. Donc l'IA, bon, nous on pense l'IA, ça peut augmenter la demande aux États-Unis au global de 10%, plus 10% sur les 10 prochaines années. Donc c'est quand même colossal. Mais il y a les data centers, mais en plus de ça, vient de se greffer d'autres sujets. Donc l'électrification du parc automobile, par exemple, ça peut être aussi 7, 8, 9% de plus de demande sur les 10 prochaines années. Il y a aussi l'électrification industrielle, parce que ça gagne aussi du terrain. Et ensuite, il y a le reshoring. Donc le reshoring, ça aussi, la réindustrialisation du pays, ça contribue aussi à cette demande. Donc nous, ce qu'on pense, c'est que globalement, aux États-Unis, la demande pourrait augmenter de 25% sur les 10 prochaines années. Ce qui est énorme. Ça représente 1000 TWh. Donc c'est colossal. Et on voit bien que là, dès aujourd'hui, la demande commence à être supérieure à l'offre puisque les prix montent. Voilà. Donc ça, c'est un phénomène, nous, on pense, qui va se poursuivre. Maintenant, la question pour Donald Trump, qui est contre l'énergie renouvelable, j'ai envie de lui dire, comment on règle cette question? Donc, il n'y a pas 36 solutions. Il faut augmenter la production d'électricité. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut faire. Pendant 2 décennies, je crois que c'était stagnant aux États-Unis. Donc exactement. C'est un électrochoc pour eux. Exactement, c'est un changement de paradigme. Et c'est aussi pour ça que les énergies renouvelables reviennent au centre du sujet. Parce que quand on regarde les technologies disponibles pour augmenter les capacités de production électrique, on a le nucléaire. Le nucléaire, c'est une centrale. On prend une décision aujourd'hui, elle arrive dans 10 ans. Dans le meilleur des cas. Donc, ce n'est pas une solution de court terme, premièrement. Ensuite, on a le gaz. Alors, le gaz, c'est une très bonne solution. Malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une pénurie aujourd'hui de turbines à gaz. Donc, la turbine à gaz, c'est un énorme objet qui permet de convertir le gaz en électricité. Or, là, aujourd'hui, il n'y en a pas suffisamment. Donc, si je passe commande aujourd'hui d'une turbine, je l'obtiendrai dans 6 à 7 ans. Donc, vous voyez, il y a toujours ce décalage temporel. Donc, là aussi, ça ne peut pas régler le sujet à court terme. Et donc, la technologie qui peut répondre, c'est le renouvelable. Parce qu'en renouvelable, à partir du moment où on a le permis, une centrale éolienne onshore ou une centrale solaire, c'est moins de 2 ans, entre 1 et 2 ans. Donc là, on voit bien que si M. Trump continue à tenir ce discours, donc on parle souvent de revirement de Donald Trump. Donc il arrive avec une affirmation très forte, et après, quelques semaines ou mois plus tard, il change d'avis. Donc je pense que sur le renouvelable, il sait ce qu'il va faire, parce que les Américains, c'est vrai qu'il s'est fait élire sur un thème du pouvoir d'achat. L'électricité qui monte, c'est pas bon pour lui. Donc, il y a un moment, il va devoir mettre un peu de l'eau dans son vin. Il a déjà commencé, puisque en juin-juillet, il y a la fameuse One Big Beautiful Bill qui a quand même clarifié le contexte fiscal. Et donc, quelque part, c'est déjà un revirement. Elle est au-delà, effectivement, de ce qu'avait promis Biden. Ils ont promis, donc, si je ne me trompe pas, on a des subventions qui sont pérennisées jusqu'en 2033. Donc, pratiquement, ça dépasse la fin de son terme. Donc, ça. Je veux dire... Donc, quelque ça part, montre le pragmatisme américain. Exactement, tout à fait. Aujourd'hui, il faut reconnaître, il y a eu l'engouement post-Covid sur des actions sur des actions écologiques, décidément, mais il y a eu après une déperdition. Ça a été très compliqué, notamment en termes d'investissement. Comment, déjà, une question en 2 fois, c'est-à-dire,
aujourd'hui, quels sont les segments? Est-ce que c'est le solaire? Est-ce que c'est l'éolien, etc., qui est à privilégier? Et surtout, pour un épargnant, comment gérer? Parce qu'il y a plus de volatilité. On a l'impression qu'une année, ça va être tel segment, l'année suivante, un autre segment. Donc, comment on essaye de gérer ça? Alors, bon, déjà, premièrement, il y a un segment qui est mal orienté, c'est l'éolien offshore, l'éolien en mer. Okay, donc ça, c'est peut-être le secteur à éviter. Tout le reste, franchement, ça participe à régler le sujet dont je parle. Donc nous, dans nos fonds, il y a plusieurs sous-segments qu'on privilégie. Donc bien évidemment, l'électrification au sens large. Donc là, des Schneider, des Legrand, des Eaton, des Emerson, etc. Donc ça, c'est un large thème. Ensuite, il y a les gens qui tirent les câbles entre la centrale éolienne jusqu'au réseau. Donc on appelle ça des câbliers. Donc là, vous avez des gens comme Prysmian ou Nexans. Voilà. Ensuite, vous avez ceux qui opèrent le réseau, le grid. Voilà. Et donc là aussi, tout ça, le grid aujourd'hui, si vous voulez, n'est pas dimensionné pour accueillir tout cet afflux d'électricité. Donc il y a des investissements colossaux à faire. Donc en Europe, on a par exemple Elia Group, on a Redeia, où il y en a aussi Terna en Italie. Voilà, donc ça déjà. Et en plus, ce sujet-là, c'est également... ces sujets sont relativement stables, avec de la croissance très visible. Hein. Donc là, on n'est pas dans la volatilité. Voilà, ça, c'est environ 25% de nos fonds. Et alors, aux États-Unis, il y a des investissements colossaux nécessaires, mais en Europe aussi. Et en Europe, ça participe aussi à un besoin de souveraineté. Ça, c'est très important, la souveraineté, pour l'Europe en tout cas. Ensuite, vous avez les fabricants d'énergie renouvelable. Donc, eux aussi sont importants. Et comme je viens de le dire, aux États-Unis, Trump a un discours qui est adverse à ce secteur-là, mais il ne pourra pas s'en passer. Et c'est pour ça que le secteur est en train de monter très très fort aux États-Unis et que ça va continuer. Maintenant, il y a peu d'acteurs purs. C'est pour ça qu'en plus, il y a un effet rareté en nombre d'acteurs cotés. Et c'est pour ça que je pense que c'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui aussi. Tout à fait. C'est parce que ça, c'est game changer. Et depuis 5 ans, c'est nouveau quand même. Hein. Donc ça, c'est peut-être la prise de conscience qu'on peut partager aujourd'hui avec les auditeurs. Et justement, il nous reste 4 minutes et je ne pouvais pas m'empêcher de vous demander, vous êtes gérant, 2 pépites. Pour être très très clair. Alors un petit jingle quand même avant de vous lancer sur les pépites. On l'a déjà commencé avec Eric Lewin, donc on continue le jingle avant que vous parliez de vos 2 pépites. Alors, première pépite. Alors, la première pépite, c'est First Solar aux États-Unis. Donc, First Solar, ils fabriquent des panneaux solaires avec une technologie qui est la leur, enfin, qui est propre. Et c'est vrai que le panneau solaire, comme vous le savez, c'est un métier qui a été totalement phagocyté par les Asiatiques, en particulier les Chinois, qui ont dominé le monde avec des prix de production très faibles. Alors, First Solar, c'est un acteur qui est américain, qui produit essentiellement aux États-Unis, mais un panneau solaire First Solar, c'est 50-60 plus cher qu'un panneau solaire moyen chinois. Donc ça, mais ils ont survécu jusqu'à présent parce qu'ils sont très efficaces en production, ils savent délivrer, ils sont très fiables et sont plus durables que leurs compères. Ils sont très présents aux États-Unis. Voilà, ils bénéficient donc peut-être aussi des mesures un peu contre les entités étrangères. Vous avez compris le cas d'investissement, c'est que depuis cette fameuse loi One Big Beautiful Bill et la politique de Donald Trump, First Solar, c'est le grand gagnant de cette histoire. Donc, il faut vraiment privilégier cet acteur-là. Et ensuite, la deuxième idée, c'est un dossier qui s'appelle ANON, Armstrong Sustainable Infrastructure, où on dit souvent ASI, H-A-S-I, côté aux États-Unis également. Donc, c'est une holding d'investissement qui investit dans des projets renouvelables. Voilà. Donc le solaire, l'éolien, le grid, etc. Au niveau mondial ou... Principalement aux États-Unis. Donc c'est vraiment pour capitaliser sur la tendance dont on parle depuis tout à l'heure. Et aux États-Unis, la particularité du marché américain, c'est qu'il y a peu d'acteurs purs renouvelables. Donc nous, en Amérique du Nord, il y en a 2. On en identifie 2 qui sont pertinents, dont Asie. Donc c'est des gens qui ont 15 milliards, qui investissent 15 milliards. Et la grande nouveauté pour ce groupe, c'est que de plus en plus, ils vont devenir asset managers, c'est-à-dire qu'ils vont gérer l'argent d'autres personnes en faisant bénéficier de leur expertise. Et donc ça va démultiplier leur périmètre, quoi, donc leur rentabilité. Voilà, donc deux idées importantes américaines. Alors il y a des idées aussi en Europe, mais comme j'avais le choix que 2, c'est ça, voilà. j'ai préféré opter pour des valeurs américaines parce que c'est vraiment le moment, c'est l'actualité. Ouais, effectivement. Si je résume finalement, l'idée principale, le message qu'on peut mettre en avant, c'est clairement sur les actions écologiques.
c'est le moment, parce que finalement, il faut faire la distinction, et c'est toujours le cas avec les politiques, entre les grandes communications et la réalité des mesures qui sont prises. Et vous aviez raison de mentionner justement la loi qui a été adoptée en juillet, qui vraiment pérennise ce secteur avec une demande qui est dans tous les cas extrêmement importante. Merci beaucoup Pierre, on se retrouvera prochainement pour